Et puis dans notre rubrique, rubrique Point de vue, nous débattrons du dialogue national prévu le 28 mai prochain sur le thème du système politique au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Azoura Fall dans le viseur du parquet. Habitué des provocations, le militant de PASTEF est rattrapé par ses propos déplacés contre l'ancien président Macky Sall et d'autres responsables de l'APR. Cette fois, la justice s'invite sans attendre de plainte. La fin de l'impunité ou simple coup d'éclat? Mohamed Ali Mouba. Le journaliste Hassan Samb félicite le procureur de la République pour s'être autosaisi. Pour lui, il était temps de dire stop à Azoura Fall. Je pense que si le parquet est logique avec lui-même, je pense qu'il devrait s'autosaisir comme il l'a fait. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes être arrêtées pour moins que cela, pour dire les choses. Il est heureux qu'il se soit autosaisi et prendre ses responsabilités pour éradiquer à jamais l'injure, l'irrespect, dans le dialogue politique, dans le paysage politique. C'est important pour tout le monde. Quelle que soit d'ailleurs la personne qui professe, quel que soit son camp, fait ses injures, quel que soit son camp, son appartenance politique, pas une raison. Et je pense que le procureur doit sévir avec fermeté pour que cela cesse. Une procédure judiciaire pourrait être intentée, engagée contre ce militant de PASTEF qui vient d'insulter copieusement des responsables de l'APR, dont le président Macky Sall. Oui, s'il n'est pas n'importe qui, s'il est proche du Premier ministre, c'est une raison supplémentaire pour le sanctionner. Pour donner l'exemple, à mon avis, il faut arrêter ce genre d'occasion. Quand une personne qui est censée être proche est indisciplinée et se comporte de cette façon-là, il est important de commencer par elle. Parce que si vous ne le faites pas, évidemment, les autres se diront effectivement qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Ce qu'ils ont, eux, toujours dénoncé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est clair que les Sénégalais s'attendaient à une réaction ferme. Après, bien sûr, des injures comme ça. Les insultes et les injures pullulent sur les réseaux sociaux. Difficile de serrer. Il y a que certains Sénégalais aussi insultent de l'étranger. Difficile de démêler tout cela. Pour El Amat, le procureur de la République n'a pas le choix. S'il veut garder son autorité, il doit sévir. El Amat est juriste. Notre éducation est confiée aux parents. Mais dans la République, quand vous faites des choses qui sont hors de votre vie privée, vous l'exposez à la vie privée. Là, ce qu'on appelle, il y a une autorité qui est chargée de réglementer cette l'autorité de public-là. Et cette autorité-là est confiée, sa régularité et les normes de cette ordre public-là est confiée entre les mains du parquet. C'est le parquet qui doit montrer son vrai caractère. Jusque-là, Azoura Fall bénéficiait presque d'une impunité totale. Sa proximité avec Ousmane Sonko, dit-on, y était pour quelque chose. Il avait, il y a quelques mois, injurié de mer le président de la République sans être inquiété. Des opposants, eux, ont été mis en prison pour moins que cela. Mohamed Ali Mouba sur cette autosaisine du procureur au lendemain de la diffusion d'une vidéo dans laquelle Hassan Gueye, alias Azoura Fall, profère des propos injurieux à l'encontre de l'ancien président Macky Sall et de ses proches et partisans. Ce qui nous amène à parler du déferment de l'enseignant Abou Djiba. Ce mardi, devant le procureur de Kolda, l'instituteur à l'école Saré Bodjo a été arrêté hier par la brigade territoriale de gendarmerie de Vélingara pour diffusion de fausses nouvelles. Arrestation qui fait suite à l'accident survenu samedi à Saré-Koli-Salé, à 10 km de Vélingara, impliquant un minicar qui transportait des élèves et qui avait fait 2 morts. Les enseignants de Vélingara montent au créneau autour du G7. Ils sont en mouvement d'humeur à partir de ce matin pour réclamer la libération de leurs collègues. Koumba Sandiane Faye. Abou Djiba a été arrêté hier. Tard dans la nuit, ses collègues enseignants mobilisés à la brigade de gendarmerie de Vélingara espéraient encore le voir retourner auprès des siens suite à sa garde à vue. Finalement, l'enseignant est déféré tôt ce matin. Le G7 local, après avoir vu ses négociations entamées avec les autorités locales vouées à l'échec, dut prendre ses responsabilités. À partir d'aujourd'hui, le mot d'ordre est déclenché. Mamadou Kébé est le porte-parole du jour. Après avoir rencontré toutes les autorités, a décidé de prendre ses responsabilités par rapport à cette arrestation de notre collègue Abou Djiba, qui a été déféré ce matin. Nous avons usé de tous les voies pour que ce problème-là soit réglé. Mais apparemment, les autorités n'ont pas voulu
jouer le jeu. Donc nous avons décidé de mettre sur la table un mot d'ordre. Aujourd'hui à 10h les cours VAC. Demain on a décidé de faire un mot d'ordre de 24 heures renouvelable. Exiger la révélation de Abou Djiba. Les enseignants demandent la libération immédiate de leur collègue qui s'est trompé de bonne foi, disent-ils. Par rapport à une information sur l'accident qui a eu à Vélingara le samedi passé, M. Djiba s'est trompé de bonne foi. Il a donné une information. 2 minutes après, il a rectifié. Alors que pratiquement dans tout le Sénégal, des chaînes d'information ont même donné de fausses informations. Il a été déféré en même temps que le chauffeur du camion remorque qui serait à l'origine de l'accident qui a aussi fait 25 blessés graves. L'enseignant déféré avait publié un faux bilan faisant état de 8 morts sur les réseaux sociaux suite à cet accident. Et puis, sachez que Pastef Vélingara réclame aussi la libération de Abou Djiba. Le parti s'offusque d'abord de la demande d'explication servie à l'enseignant par l'inspection de l'éducation et de la formation. Pastef Vélingara se demande pourquoi leur camarade est le seul à être inquiété pour diffusion de fausses nouvelles. Éducation et formation au sens strict maintenant. L'Académie de Ziguinchor a tenu hier sa revue régionale du secteur. Il ressort du partage du rapport 2024 que la région enregistre des avancées dans le cadre de l'élargissement de la carte scolaire, mais aussi sur le plan de la qualité. Par contre, il y a des contre-performances, notamment en ce qui concerne les résultats du baccalauréat comparés à la moyenne nationale. Pape Gorguindiaï, inspecteur d'Académie des Ziguinchor au micro de Lamine Ba. Nous constatons pour l'Académie des Ziguinchor pour l'année 2024, bon comportement quand même des éducateurs au niveau de l'accès. Nous avons constaté une extension progressive de la carte scolaire. Au niveau aussi de la qualité, le constat est que globalement nos résultats sont satisfaisants parce que si on en juge les résultats en tout cas aux différents examens scolaires que sont le CFE, l'entrée en 6e et le BFM, les résultats de l'Académie de Ziguinchor quand même sont excellents. Et même si c'est peut-être au niveau du bac, on a constaté quand même une contre-performance, mais aussi là quand même on a constaté aussi que comparé aux résultats du niveau national, les Ziguinchor quand même doit encore faire des efforts par rapport véritablement à l'amélioration des résultats du baccalauréat. Le premier défi et qui est apparu dans le débat, c'est d'abord l'amélioration de l'environnement scolaire. Parce qu'il a été montré véritablement que pour ce qui est de l'amélioration de l'environnement scolaire, il y a encore des choses à faire. Et il y a encore les abris provisoires qui sont là. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas encore d'électricité, qui n'ont pas encore donc d'internet. Là, véritablement, quand on sait que l'environnement scolaire est un intrant de qualité, il a été beaucoup question quand même d'essayer de faire des efforts dans ce sens. 12h09, venons-en maintenant à la situation des hémodialysés du hangar des pèlerins de Dakar. La situation est sous contrôle et la vie des patients n'est pas en danger. C'est ce que dit le coordonnateur de la cellule de communication du ministère de la Santé. Les patients s'en réjouissent, mais l'inquiétude demeure. Explication, Salimata Aou. Les séances de dialyse vont continuer au hangar des pèlerins, une assurance du ministère de la Santé. Selon le coordonnateur de la cellule de communication, des tensions d'approvisionnement ont eu lieu, mais la vie des patients n'est pas en danger. Dr Amadou Sow. Il faut savoir que la vie des patients est hors de danger parce que justement ils vont continuer à faire leur séance d'hémodialyse. C'est vrai qu'il y a eu des tensions dans l'approvisionnement en kit, mais ce matin il y a eu une livraison d'une quantité qui n'est pas suffisante, mais qui permet en tout cas d'assurer la continuité du service et de sécuriser la vie de ces patients-là pour qu'ils ne soient pas dans une situation de rupture par rapport à leur séance de dialyse. Donc il y a une livraison qui a été faite. Il y a des éléments qui devraient en tout cas être complétés et je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par les services compétents pour qu'on puisse avoir le stock au complet pour les prochains jours. Du côté des patients, c'est un soulagement. Néanmoins, l'inquiétude demeure. Ils jugent insuffisant les kits à Nassambou. On a une quantité de matériel de dialyse, mais une petite quantité qui ne peut pas tenir pour toute la semaine, ce qui veut dire que c'est insuffisant et c'est temporaire pour ces kits de dialyse qu'on nous a donnés. Pour le moment, nous avons des kits. On va pouvoir dialyser aujourd'hui, mais on sera hyper épuisé parce qu'on n'a pas l'habitude de dialyser à cette heure. L'alerte a été sonnée hier par les hémodialysés qui ont dénoncé la récurrence des pénuries de kits de dialyse, une situation qui peut leur être fatale, disent-ils.
Santé toujours, les élus locaux de Fatick sensibilisés sur la problématique de la santé de la mère et de l'enfant. Ils sont invités à davantage contribuer au financement des programmes liés à la santé de la reproduction. Lors d'un atelier qui a duré 2 jours, les élus de la région ont pris l'engagement. Fatick Aminata Goudiaby. C'est un atelier de sensibilisation et de plaidoyer. La direction de la santé de la mère et de l'enfant invite les collectivités territoriales, mairies comme conseils départementaux, à s'engager dans le financement des programmes de planification familiale et de santé maternelle et infantile. Mansour Dieng travaille à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Nous travaillons dans le cadre d'une synergie d'action parce que seul le niveau central ne peut pas parfaire les besoins en santé des populations. Faudra-t-il faire une collaboration entre l'ensemble des partenaires, les OSUS, surtout les collectivités territoriales. Il y a des besoins de financement. Aujourd'hui, nous sommes d'avis que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour parfaire également ces besoins. À Fatick, les élus territoriaux font des efforts selon eux dans la promotion et le financement de la santé de la reproduction, mais la participation sera accrue. Aïssatou Diouf, première adjointe au maire de la ville de Fatick. Étant donné que la santé est une compétence transférée, nous en tant que collectivité territoriale, nous prenons en main cette charge qui est vraiment obligatoire, étant donné que la mère et l'enfant, c'est le pilier du développement. La santé est une surpriorité, donc nous avons l'obligation d'inscrire dans nos budgets une ligne budgétaire pour accompagner cette activité. La direction de la santé de la mère et de l'enfant compte dérouler 2 plans quinquennaux sur la nutrition et la planification familiale, des stratégies qui prennent également en compte le volet infrastructure pour améliorer la carte sanitaire dans certaines collectivités. Mansour Dieng. C'est une préoccupation parce qu'il faut également que la carte sanitaire soit davantage élargie. Les équipements sont au cœur de ce plan. Cette session de formation de 2 jours est organisée en partenariat avec l'ONG 3 Cap Santé et l'Union des élus locaux. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons à Touba pour parler de cette grève des conducteurs et receveurs de la ligne 1. Tous les bus assurant la navette entre Mbaké et la cité religieuse sont immobilisés. Les grévistes dénoncent des conditions de travail précaires, absence de contrat, faibles indemnités journalières et un manque de reconnaissance. Ils réclament une amélioration urgente de leurs conditions professionnelles. Écoutons là-dessus le porte-parole Baye Lahat Ndaw, membre du GIE Darou Marnane, au micro de Pape Mbaye Diaw. Nous, conducteurs et receveurs de la ligne 1 du GIE Darou Marnane qui assure la liaison entre Mbaké et Touba, avons décidé de suspendre nos activités ce jour. Trop c'est trop. Nous sommes fatigués des difficultés que nous vivons au quotidien. Longues heures de travail, absence de contrat, salaire dérisoire et conditions de travail précaires. Chaque jour, de 6 h du matin jusqu'à tard dans la nuit, nous transportons des centaines de passagers. Le chauffeur reçoit à peine 5 000 francs, le receveur 3 000 francs, alors que chaque véhicule génère plus de 80 000 francs par jour. Et pourtant, nous n'avons ni couverture sociale, ni sécurité, ni considération. Récemment, une décision unilatérale a été prise pour modifier notre itinéraire. Un chauffeur estimant que le nouveau trajet mettait sa vie et celle des passagers en danger en raison de ruelles étroites et très fréquentées par des enfants, a refusé de s'y conformer. En réponse, il a été coupé d'une suspension de 6 mois. Cela est inacceptable. Nous n'acceptons plus d'être traités comme des journaliers sans droit ni respect. Il est temps que cette exploitation cesse. Si nos revendications ne sont pas entendues, aucun véhicule ne va quitter ici. Restons avec le secteur des transports terrestres pour parler de cet appel du directeur de l'ANASER, appel aux usagers à plus de responsabilité. Ces derniers temps, les véhicules tuent, notamment dans des accidents. On en a parlé ces dernières semaines. Une situation qui inquiète donc Atoumane Si, directeur de l'ANASER, joint par Oumou Kalsoumli. Quand on parle de dépôt de maîtrise de véhicules, souvent, c'est le comportement humain qui est incriminé. Donc, soit le chauffeur, effectivement, pour des raisons qu'on ignore, donc avait un problème de contrôle du véhicule. Donc, ça, c'est fréquent. Donc, nous l'avons constaté depuis quelques temps. Soit aussi, il y avait un problème au niveau peut-être du manœuvre par rapport justement à son véhicule. Donc, pour cela, j'en appelle vraiment aux conducteurs, aux usagers d'une façon générale, à plus de responsabilité et à respecter les limitations de vitesse. C'est extrêmement important.
Donc actuellement, l'État est en train de finaliser à travers, bien sûr, l'ANASER, donc l'Agence nationale de sécurité routière, le plan national de sécurité routière qui va intervenir sur le plan de la sécurité avec un renforcement du contrôle sur le plan de l'éducation avec l'introduction de modules de sécurité routière dans le curriculum de l'enseignement, plutôt dans le curriculum de l'enseignement, mais aussi sur le plan sanitaire avec le renforcement des structures sanitaires pour une bonne prise en charge des victimes de l'accident. Donc, juste pour rappeler que la sensibilisation et l'information seront en continu, donc c'est ce que nous sommes en train de faire depuis très longtemps sur le terrain. D'ailleurs, il y a une campagne nationale de sensibilisation et d'information à la sécurité routière qui a déjà démarré, et sur l'étendue du territoire du Sénégal, pour vous dire que l'État a pris à bras le corps cette question. Le reste de l'actualité avec ce conclave qui a réuni à Fissel des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs. Sur place, plusieurs doléances ont été formulées. Si les agriculteurs font face à une mévente de leurs produits agricoles, les éleveurs dénoncent la cherté du prix de l'aliment de bétail. Ndeye Matidien y était, voici son reportage. Cette foire à Fissel a pour principal objectif la promotion du consommé local. Marngom, président de la sous-section régionale de Thiès dans la coopérative nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Sénégal. On veut participer au développement local et partant de là empêcher maintenant aux enfants de se noyer en mer et montrer les produits locaux qui sont exploités de manière éphémère parce que les moyens ne suivent pas. C'est aussi le moment propice pour interpeller les autorités sur les nombreuses difficultés qui bloquent ces trois secteurs d'activité. Nous voulons que tout ce qui touche à l'agriculture, l'élevage et la pêche, qu'on puisse nous aider à avoir les moyens primaires. N'eût été l'effort fait par le maire, on n'aurait même pas pu aller faire nos ablutions ici. Nous avons des difficultés vraiment à avoir de l'eau ici. À quelques jours de la Tabaski, les maraîchers réitèrent leur vieille doléance. Balfal, président du réseau des maraîchers du département de Nous ne pouvons plus vendre nos produits. Ceux qui n'habitent pas dans la localité produisent plus que ce que nous produisons. Le marché leur appartient actuellement et nous demandons à l'État de vraiment remédier à tout cela. Kalewad, représentant du ministre de la microfinance, est très attentif aux doléances. Pour ce qui est du financement, il annonce des réformes. La stratégie de financement ciblé, c'est la nouvelle donne que le Premier ministre, par l'intermédiaire du ministre de la microfinance, a mis sur place. Commencera d'abord par le ciblage, puis le financement, la production, le recouvrement, la labellisation et la mise en réseau de toutes ces chaînes de valeur. Cette foire, organisée par la coopérative nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Sénégal, se tient du 4 au 11 mai 2025. Ndeye Matidien, Fissel, Radio Futur Média. Le maire de Fissel qui a saisi cette occasion pour dénoncer le manque d'eau dans sa localité qui polarise 32 villages. Omartine dénonce par ailleurs l'absence d'électricité. Il est avec Ndeye Matidien. Nous avons un problème de conduite ici à Fissel. La conduite qui vient de Ndiaganyao est de diamètre 160. Cette conduite-là ne peut pas desservir 28 villages et 164 hameaux. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de villages qui ont de l'eau potable à partir de 2 h du matin jusqu'à 5 h du matin. Nous avons initié des démarches, mais malheureusement, ça n'a pas eu gain de cause. Nous renouvelons notre demande aussi et profite de cette rencontre-là pour demander de l'appui encore du ministre de l'Hydraulique pour vraiment venir en aide à la population de Fissel qui a tant besoin de cette eau-là. Nous avons tout fait. Actuellement, j'ai 32 km d'extension hydraulique. Mais même si on réalise cette extension-là, c'est comme si nous avons enterré des millions parce qu'il n'y aura pas d'eau. C'est un peu difficile, mais nous ne pouvons pas rester aussi parce que les populations vont dire qu'ils n'ont rien fait. Donc là aussi, nous tendons la main au gouvernement, au ministre de l'Hydraulique, à l'OFOR et à la CO pour qu'ils nous viennent le plus tôt possible en aide pour que ces populations puissent avoir vraiment accès à l'eau potable. Quand vous veniez, vous avez trouvé une route en état vraiment de dégradation et les populations voyagent. Donc si on nous fait cette route-là qui va jusqu'à Ndangalma, aller à Thiès, tu le fais en 1 heure de temps. Aller à Touba, tu le fais en 1 h 30. Donc Fissel est un carrefour. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens ou bien nous n'avions pas les autorités pour nous aider à réaliser toutes ces démarches-là. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance politique annonce un grand meeting. Ce sera le 31 mai prochain pour réclamer notamment la radiée sur la liste électorale. La CAP de Côte d'Ivoire était en conférence de presse appelle par ailleurs au dialogue pour une présidentielle transparente et inclusive.
Gobia Yabi. L'organisation de ce grand meeting de l'opposition ivoirienne a été confiée à Charles Bégoudé, l'a annoncé la porte-parole de la coalition Simone Gbagbo. A été confié au président. Charles Bégoudé a déroulé les enjeux de ce meeting. Avant de parler du lieu du meeting, parlons des enjeux du meeting. C'est une action d'expression. Ce que nous voulons a été exprimé par notre porte-parole, notamment des élections inclusives, créer un cadre de dialogue, des élections apaisées pour que, à l'issue du scrutin de 2025, on puisse compter les bulletins et non les morts, la réinscription sur la liste électorale des personnalités qu'on a exclues, dont le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le président du PDCIR, le président Tidiane Thiam, et moi-même Charles Bégoudé. Nous voulons une compétition réelle qui puisse permettre aux Ivoiriens d'aller choisir la personnalité à qui ils veulent confier leur destinée pour les 5 prochaines années. L'ex-leader de la jeunesse patriotique qui, 15 années en arrière, parvenait à mobiliser des milliers de jeunes par un seul mot, a-t-il gardé cette même influence? Pour rappel, la coalition pour l'alternance pacifique a vu le jour le 10 mars 2025 et est composée de 25 partis d'opposition de la société civile, entre autres le PDCI de Thiam, le MGC de Simone Gbagbo, le COGEP de Bégoudé, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, le PPAC de Laurent Gbagbo et le GPS de Guillaume Soro n'ont pas rejoint la coalition. Gobia Yabi à Abidjan, au Mali voisin, les partis politiques ont aussi appelé à un nouveau rassemblement le 9 mai, vendredi prochain, donc devant le monument de l'indépendance, une manifestation pour protester contre leur possible dissolution, mais aussi exiger la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Au Tchad, le président Mahamat Déby Itno appelle à un nouveau dialogue. Il a invité les acteurs politiques à concevoir un nouvel organe permanent, organe de dialogue adapté à la nouvelle ère du Tchad post-transition qu'il tente ainsi de clore. Cette initiative intervient dans un contexte politique marqué par des tensions au sein de la classe politique, illustrée par le bras de fer à distance entre Succès Masra, ancien premier ministre de transition et opposant arrivé deuxième à la présidentielle de 2024, et Abderrahmane Koulamala, ex-chef de la diplomatie et aujourd'hui sénateur. Dans un message à l'occasion du 7e anniversaire de son parti, les transformateurs, Masra a appelé le président Déby à changer de cap pour que le changement voulu par le peuple devienne réalité, tout en réaffirmant son attachement à l'accord de Kinshasa signé avant son retour d'exil et sa participation à la transition. Mais cette déclaration a suscité une vive réaction de Koulamala qui dénonce une réécriture des faits. Dans un message relayé sur ses réseaux sociaux et consulté par APA, le sénateur a tenu à rappeler que l'accord de Kinshasa auquel il a pris part ne prévoyait aucune promesse de maintien au pouvoir ni coalition post-électorale. Selon lui, le peuple tchadien a tranché lors de la présidentielle et revenir à la logique de coalition reviendrait à fausser le jeu démocratique. Ces passes d'armes illustrent la persistance de lignes de fracture sur l'interprétation des accords de transition et l'avenir du pays. Et puis au Soudan, le conflit s'enlise. De multiples explosions et incendies ont été perçus ces 3 derniers jours dans la capitale Khartoum. Et c'est le port Soudan qui est ciblé. Koumba Sandiane Faye. La ville qui abrite le siège provisoire du gouvernement du Soudan a subi une énième frappe de drone de la part des paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR. Des panaches sombres de fumée ont été aperçus aux environs du principal port maritime du pays dans l'unique ville restée intacte jusqu'à cette semaine. Les attaques ont débuté dimanche sur une base militaire située près de l'unique aéroport international du pays. Lundi, des dépôts de carburant ont été pris pour cible avant les tirs de ce mardi. Jusqu'ici, aucun bilan n'a été établi. Ces attaques ont eu lieu après qu'une source militaire a déclaré que l'armée avait détruit un avion et des dépôts d'armes à l'aéroport de Niala, contrôlés par les forces de soutien rapide. Le conflit entre l'armée et les forces paramilitaires prend ainsi un autre tournant dans ce lieu où les agences de l'ONU et d'aide humanitaire ainsi que les ministères du gouvernement alliés à l'armée ont établi leur siège, où des centaines de milliers de personnes déplacées ont trouvé refuge. La guerre a débuté en avril 2023, déclenchée par une mésentente sur la transition du pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, le général Mohamed Abdan Daglo, à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide.
Au Kenya, 4 policiers inculpés pour crimes contre l'humanité, accusés d'avoir tué un bébé lors de la répression des manifestations qui ont suivi l'élection contestée de 2017. Ils ont plaidé non coupables selon les médias locaux cités par Africa News. La course à la présidentielle de la BAD, le candidat de la Mauritanie, se prononce sur l'avenir de la Banque africaine de développement avec les restrictions de financement de l'administration Trump. Sidi Ould Tah, qui se voit déjà élu au soir du 29 mai, estime qu'il faut transformer ce défi en opportunité. On aura l'occasion d'entendre Sidi Ould Tah dans nos prochaines éditions. Il a réuni ce mardi à Nouakchott la presse internationale dans un round table de campagne. La Mauritanie a d'ailleurs officiellement annoncé que la candidature de Sidi Ould Tah est co-parrainée avec la Côte d'Ivoire. La succession du pape François, pour terminer, à la veille de l'élection du nouveau souverain pontife en Guinée, le président Mamadi Doumbia a exprimé son soutien au cardinal guinéen Robert Sarah. Dans un message, il a salué une figure spirituelle majeure et un espoir africain pour l'avenir de l'Église catholique. La procédure pour élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans, débute demain dans la chapelle Sixtine au Vatican en présence de 133 cardinaux électeurs issus de 71 pays, parmi eux 5 cardinaux africains. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique politique, nous débattrons du dialogue national prévu le 28 mai prochain. Les participants discuteront du système politique. Des non-participants se sont déjà manifestés. Pour en parler, nous serons avec Senghane Senghor, coordonnateur de l'antenne Dakar de la RADDHO, et le docteur Malaw Kanté, analyste politique. RFM Sport. Avant cela, le journal des sports. Avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Beach soccer pour commencer, 3e sortie du Sénégal à la Coupe du Monde. À 12h30, dans 3 minutes, le Sénégal va jouer son 3e match. Ce sera face à l'équipe du Chili. Nous avons en ligne Soda Thiam qui est donc sur place. Soda, bonjour. Bonjour, Malal Junior Diagne. Alors, que peut-on retenir pour cette 3e rencontre rapidement? Alors, on est à quelques secondes de ce match entre le Sénégal et le Chili. Et comme vous le savez, l'enjeu donc de cette rencontre, c'est de rester à la première place de cette poule C que détient le Sénégal actuellement avec 6 points plus 6. Donc, Malal Junior Diagne, aujourd'hui, le sélectionneur Omar Ngalla Sylla a fait confiance à l'expérience pour les 5 de départ. Nous avons Ansimi Ndiaye dans les buts. En défense, nous avons Jean-Ninou Diatta et Mamadou Sylla. Et devant, nous avons Raoul Mendy et Seydina Mandione Gatiaga. Ceci donc pour dire que Omar Ngalla Sylla peut tuer le match dès le premier temps. Mais attention, en face, il y aura une équipe du Chili donc, qui va tout faire pour essayer une victoire et avoir une chance de qualification. Mais quoi qu'on puisse dire, il faut que le Sénégal gagne aujourd'hui pour rester leader parce que cette poule est un peu compliquée parce qu'il y a aussi l'Espagne qui est derrière avec 3 points et qui va croiser tout à l'heure Tahiti. Espagne aussi a une chance de se qualifier. Mais pour le moment, il faut que le Sénégal fasse le job face à cette équipe donc, du Chili. Et là, on ne va pas tarder à donner le coup d'envoi de cette 3e rencontre donc de la poule C, la 3e journée plutôt. Et le ballon est avec les joueurs donc, du Chili avec le numéro 8, Malal Junior Diagne. Voilà Soda, merci beaucoup. Nous allons suivre cette rencontre pour voir comment les Lions champions d'Afrique vont se comporter sous les mains. En attendant Ligue des Champions, on joue la phase retour à partir de 19h aujourd'hui. La Ligue des Champions avec donc cette rencontre qui va se jouer à Giuseppe Meazza, ce sera en Italie où l'Inter joue contre l'équipe de FC Barcelone à l'aller, 3 buts partout. Comment les Milanais ont préparé cette rencontre? Abdoulaye Dioufbar. Déjà, 6 rencontres ont été disputées entre les deux formations dans le mythique stade communal de la capitale lombarde, Milan. 2 victoires pour les Nerazzurri, 1 victoire pour les Blaugrana et 3 matchs nuls.
Déjà, les recettes sont évaluées à plus de 13 millions d'euros. Et avant la marche aller en Espagne, 75 000 tifosi avaient acheté leurs billets. Une rencontre déjà sold out ou guichet fermé. Le retour de Lautaro Martinez dans le groupe de Simone Inzaghi a été annoncé. Côté espagnol, Roberto Lewandowski a été convoqué par Hans Flick. Rien n'est encore joué après les 3 buts partout de la manche aller. Donc 50% de part et d'autre. Un grand drop tombera ce soir à Milan et un grand drop sera à Munich le 31 mai 2025 pour défier le PSG ou Arsenal qui s'affronteront demain à Paris au Parc des Princes. Voilà Souleymane, c'est tout pour les Actus Sport. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la radio autrement. Démarrage des dépôts de demandes de secours Tabaski octroyés par la ville de Dakar. Des points d'enregistrement sont ouverts pour recevoir les ayants droit pour les différentes communes de la ville. Pour l'heure, ce n'est pas le grand rush à la DAU. Les enregistrements se font timidement, nous dit Nafissatou Silla dans ce reportage. Ce monsieur à la voix assez timide est venu déposer des demandes pour lui et son épouse, comme aussi cette dame de teint clair, taille moyenne, qui est à sa deuxième demande. Et elle ne regrette rien. 40 000 francs, c'est raisonnable et je pourrais au moins assurer la tenue des enfants et mon mari va gérer le reste. Moussa est venu remettre les documents de sa maman, une aubaine pour elle, selon lui. Ma maman bénéficie de cette aide depuis des années et c'est entre 40 et 50 000 francs CFA, mais ça l'aide quand même, ça l'aide vraiment. Il suffit juste d'un certificat de domicile, la copie de la pièce d'identité et une demande manuscrite adressée à Madame le maire de la ville de Dakar. Si nous déposons le dossier, on les donne une semaine. Ils vont venir encore pour l'enquête de modalité. Donc ça doit être dans la transparence. Vous restez à l'écoute, vous allez recevoir un message via web de la ville de Dakar. Moussa Diagne est au bureau central du courrier de la ville de Dakar. Il est chargé de recevoir les demandes des habitants de la commune de Grand Dakar. Et pour l'heure, ce n'est pas encore le grand rush. Alors, pas de bousculade, comme d'habitude. Cette fois-ci, on a innové. Moi, je reçois que les populations de Grand Dakar. Il y a 5 communes qui sont là-bas à l'hôtel de ville. Il y a 5 communes qui sont ici, à la direction de l'aménagement urbain. Il y a 5 communes qui sont là-bas au building communal. Ici, on a la commune de Grand Dakar, la commune de Grand Yoff, la commune de Sikap, la commune de Sacré-Cœur-Mermoz et la commune de Yoff. Donc, ils ne vont pas se bousculer ici. Après le dépôt des dossiers, la direction de l'action sociale de la ville de Dakar se charge de mener des enquêtes de moralité avant d'octroyer aussitôt les fonds de secours. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. À la une, l'appel au secours des Yalisés au hangar des pèlerins. C'est un drame silencieux qui se joue à l'abri des regards, dans un lieu détourné de sa vocation, le hangar des pèlerins, là où des milliers de fidèles prenaient jadis leur envol pour les lieux saints de la Mecque. 86 malades sous dialyse luttent désormais chaque jour pour leur survie dans des conditions sanitaires indignes au péril de leur vie. Ce matin donc, le journal LAS constate dès sa manchette une absence totale de kit. Reportage à l'appui, le journal plonge ses lecteurs au cœur d'un naufrage médical dont l'issue pourrait être fatale. Pendant ce temps, à Linguère, à l'autre bout du pays, c'est l'eau potable elle-même qui menace. Selon les analyses du laboratoire de l'IFON, dont le journal Sousa a reçu apparemment copie, le taux de plomb dans les robinets dépasse largement le niveau admis, mettant en danger des millions de vies. Dans le bassin arachidier, c'est Tribune qui se fait écho de la voix des paysans étranglés par la famille. Là-bas, constate le journal, beaucoup sont tenaillés par la faim entre le marteau de l'inflation, la vie chère et l'enclume des mauvaises récoltes, obligés de brader ce qui reste du grenier 1000 maïs pour acheter du riz. Le journal tire la sonnette d'alarme. Pendant ce temps, les hommes politiques, eux, continuent de manœuvrer entre eux. Et cet avertissement sans frais du journal Le Quotidien au sujet du dialogue politique. Thierno Alassane Sall prend ses distances. Il ne participera pas. Le journal constate qu'il vient de décliner
décliné l'invitation de Diomaye Faye. Qu'est-ce qui se passe? Le journal Les Échos pointe ses exigences et finit par dire que les conditions d'un dialogue véritable ne sont pas réunies. Selon lui, c'est juste une opération de communication politique dont les conclusions semblent déjà écrites. Selon Tribune, Thierno Alassane Sall annonce ce qui ressemble à un boycott. Walfadjri redoute que cela fasse tache d'huile. Le dialogue national est déjà des chaises vides, constate donc la publication. Boycott, vous avez dit, faux bon aussi de Amadou Sall à l'horizon, convoqué demain devant le pôle judiciaire financier. Le journal Source nous dit que le fils de l'ancien président ne se présentera pas. Jusqu'à la semaine dernière, Amadou était câblé aux États-Unis. S'il dispose de la nationalité américaine, eh bien, ça risque d'être compliqué, voire impossible de l'extrader à Dakar, même en cas de mandat d'arrêt international. Les ex-ministres Macky Sall, eux, Moustapha Diop, Ndeye Saly Diop, professeur Madior Fall, entre autres, bientôt à la disposition de la justice, leur sort scellé. Le jeudi prochain, constate le quotidien, leur mise en accusation va se faire ce jour-là, constate Sud Quotidien qui titre 48 heures chrono pour l'examen de la résolution de mise en accusation devant la haute cour de justice de Mansour Faye, Ismaël Madior et compagnie. En première page du journal Le Quotidien, batte de succession de Akinwumi Adesina, marche trop haute pour Amadou. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin soutient le candidat mauritanien. Le journal note que le Sénégalais n'a pas de task force pour porter sa candidature. Et puis sport pour boucler, CAN U 2020, Ghana-Sénégal, les Lionceaux pris au piège des Black Satellites. La défense du titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans prend des allures inquiétantes. C'est parce que les Lionceaux ont concédé leur première défaite face au Ghana, 1-0 hier dans le cadre de la deuxième journée de la CAN U20. Le journal Source note qu'ils se sont compliqué la tâche. Oui, les Lionceaux si près de rentrer à la maison, si près d'être éliminés. Le journal Le Quotidien note que les Lionceaux se loupent. Dernière chance contre la RD Congo. Pour la dernière match des dernières chances contre la RD Congo, ce sera lors de la dernière journée. Le Ghana n'aura besoin, lui, que d'un point pour composter son billet pour le premier carré d'as. Voilà à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h38, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler du dialogue national sur le système politique. Dialogue qui aura lieu le 28 mai prochain. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Senghane Senghor, coordonnateur de l'antenne de Dakar de la RADDHO. Senghane Senghor, bonjour. Oui, bonjour Suleiman. Nous sommes également avec le docteur Malao Kanté, analyste politique. Bonjour docteur. Bonjour, Suleiman. Alors, le coordonnateur de ce dialogue national sur le système politique a été désigné par les chefs de l'État, en la personne de Cheikh Gueye. On attend les termes de référence de ce dialogue national dans les prochains jours, les prochaines semaines au plus tard. Mais d'ores et déjà, on entend quelques défections. Thierno Alassane Sall qui vient d'annoncer qu'il ne sera pas de la partie. Et il y a un point d'interrogation sur la participation de l'APR du président Macky Sall. Peut-on craindre un problème de légitimité, de représentativité de ce dialogue national si on commence à entendre que certaines parties prenantes de ce dialogue vont boycotter Senghane Senghor? Oui, merci Suleiman, merci pour m'avoir associé à ce débat. Oui, c'est vrai que le président a retenu le 28 mai comme date du dialogue national sur le système politique, ce qui est, à notre avis, à saluer. D'abord parce qu'il était nécessaire de dialoguer sur ce système politique, mais parce qu'il retient la même date que le président Macky Sall avait retenue comme journée du dialogue national. Exact. Pourquoi il fallait dialoguer sur le système politique? Dès le premier discours du président Diomaye, il nous avait annoncé une migration de Sénat vers une CENI.
ce qui avait un peu occasionné une levée de bouclier de certains acteurs qui avaient dit qu'on n'avait pas besoin de CENI. Le système que nous avons est un système qui est bon. Peut-être il y avait à parfaire certains aspects. Donc le débat était là. Et entre-temps, on sait que la Sénat a eu des difficultés avec l'ancien président à la veille de la présidentielle. Nous savons que d'autres questions sont aussi en suspens qui concernent les partis politiques et autres. Donc c'est une très bonne chose de dire à tous les acteurs, venez, on discute de la question et on verra ce que nous aurons comme résultat. Ça, c'est à saluer. Qu'il y ait maintenant des acteurs qui dès maintenant annoncent leur défection, je pense qu'ils vont revenir un peu à la raison. Parce que ce que nous attendons de nos hommes politiques, ce n'est pas de tout politiser, c'est d'accepter de débattre dans certains cadres et pour nous faire comprendre d'abord quels sont leurs avis sur telle et telle question. Mais dire dès maintenant que les conclusions sont déjà écrites, c'est ne pas trop respecter ceux qui vont aller à ce dialogue, mais ne pas trop respecter ce coordonnateur général-là que nous connaissons, sur qui nous avons foi, parce que le docteur Sergueï, nous le connaissons très bien. C'est une personne assez juste pour ne pas s'impliquer dans des choses où les conclusions sont déjà écrites. Et je pense même qu'il a utilisé le verbe « semble ». Donc, ceux qui peuvent le faire, nous pensons qu'ils doivent aller à ce dialogue, défendre leurs idées, et on verra ce que les conclusions vont donner. Et un peu ajouter, parce que vous avez dit qu'on attend les termes de référence, mais les termes de référence sont déjà partagés. En tout cas, nous avons reçu un document termes de référence où le pouvoir explique clairement que depuis 1992, les acquis que nous avons en matière électorale, surtout, nous les avons eus sur la base de discussions, d'échanges et de négociations à certains niveaux. Et il y a aussi des points qui sont clairement identifiés parce qu'on parle de la question des partis politiques, de leur financement, de est-ce qu'il faut inscrire les jeunes qui arrivent à la majorité directement dans le fichier électoral, est-ce qu'il faut faire voter les détenus qui ne sont pas encore condamnés, parce que toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont en essence que nous évoquons souvent avec les autorités. N'est-ce pas? Docteur Malao Kanté, je ne sais pas si vous avez le même niveau d'information sur ce qui sera discuté lors de ce dialogue national, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, sur les menaces de boycott et l'incertitude par rapport à la participation de certains acteurs politiques, notamment l'ancien parti au pouvoir, l'APR, Senghane Senghor le rappelait tout à l'heure, la participation dépasse le cadre des partis politiques. Ce sont les forces vives de la nation qui vont participer à ce dialogue, même si le sujet est politique. Mais est-ce que, en l'occurrence, justement, il y a un seuil de participation plus ou moins acceptable, d'après vous, des partis politiques pour que ce dialogue ait véritablement un sens? Merci. Bon, d'accord. Moi, je pense que... Bon, je vais aller un peu dans le même sens. Bon, c'est vrai que pour l'instant, certains partis ne se sont pas encore prononcés. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce qui fait aujourd'hui l'exception sénégalaise, c'est vraiment le dialogue. Donc, on n'a pas besoin vraiment de chercher plus loin. C'est par le dialogue qu'on a pu donner solution vraiment à toutes nos crises, depuis 1962, 68, 88, etc., jusqu'aux années 2000. Alors, c'est un peu dommage, parce qu'on a entendu quand même dernièrement Thierno Alassane Sall, d'après en tout cas les informations qu'on reçoit, il ne compte pas participer à ce dialogue. Bon, l'ancien parti au pouvoir, l'APR également, ne s'est pas encore prononcé clairement. Alors, je pense que c'est un souci quand même, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé, pratiquement. Alors, on a vu, même en France, ce qu'ils ont toujours utilisé. Je veux parler effectivement de Pierre Werner, avec le général de Gaulle. Ça n'a jamais payé. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Les hommes politiques doivent se parler
Hein. Sinon, ce sera vraiment la porte ouverte au crise, mais surtout effectivement au chaos, hein, de façon générale. Donc on a vu ce qui s'est passé en Argentine, on a vu ce qui s'est passé au Chili, en Afrique du Sud, et même récemment en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait en tout cas empêcher aux uns et aux autres de s'asseoir autour d'une même table et de discuter. Alors, c'est vrai qu'ils disent que apparemment les termes du dialogue, surtout les termes de référence, hein, ne sont pas encore clairs, ou peut-être certains ne l'ont pas reçu. Parce que si j'écoute M. Senghor, apparemment il y a certains qui ont déjà reçu. Alors je ne sais pas si c'est le cas effectivement pour tout le monde. Mais toujours est-il que déjà, rien que le prétexte, à mon avis, c'est un bon prétexte, discuter du système politique qui a été pratiquement, qui est même notre principal problème. Depuis les années 60, on se cherche. Hein, je vous renvoie aux années senghoriennes. Hein, après la crise de 1962, jusqu'à présent, on cherche à établir un système politique solide ici au Sénégal. C'est vrai qu'on a un système relativement bon par rapport à ce qui se passe à ce qui se passe en Afrique, hein, de façon générale. Mais à mon avis, c'est un système qui est en perpétuelle construction, et pour cela, il faut effectivement la participation de tout le monde, et principalement des hommes politiques, hein, pas seulement de la société civile, mais des hommes politiques, les principaux acteurs. Alors, je pense que vraiment, à ce niveau, il faut que l'État active déjà les institutions, hein, comme la médiature de la République, le Haut Conseil du dialogue national, mais également les institutions religieuses, pour que les gens puissent parler effectivement aux acteurs, aux hommes, aux partis politiques, effectivement, pour que justement, pour que ce dialogue, en tout cas, puisse aboutir. Exactement, puisse aboutir d'une certaine façon. Senghor, quel rôle de la société civile? Parce que dialogue national, oui, mais on parle de questions politiques. On a vu des assises sectorielles sur la justice, sur d'autres domaines, le transport, etc. Mais sur les questions politiques, est-ce que le rapport entre la participation purement politique, c'est-à-dire les partis, et le reste de la société ne doit pas quand même obéir à un certain nombre de règles d'équilibre pour que le système politique ne soit pas fixé par d'autres, en tout cas une majorité de parties prenantes hors parti politique, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mon cher Malaw vient de le dire. Il a raison. Les acteurs principaux, c'est les acteurs politiques. C'est ceux qui sont d'abord dans les partis politiques, parce que c'est eux qui compétissent. Cela n'exclut pas maintenant les autres, parce que quand on est de la société civile, je vais vous parler de la société civile dans l'acception la plus large, on est concerné par le système politique sénégalais, parce que tout ce qui s'y passe rejaillit sur nous. La question du financement des partis politiques, ça c'est une question qui ne concerne pas seulement les partis politiques. La question de l'inscription de ces jeunes-là dans le fichier électoral, ainsi de suite. Et même dans les termes de référence, on parle de la question des droits humains. Faut-il numériser le processus électoral? Toutes ces questions-là aujourd'hui qui sont contenues dans le document qui est partagé et qui est intitulé termes de référence, c'est des questions qui peut-être concernent directement les acteurs politiques, mais indirectement le reste de la société sénégalaise. C'est pourquoi il serait important que ces acteurs-là prennent la balle au rebond et acceptent d'aller dialoguer. Parce que quand on va dialoguer, on n'est pas sûr, c'est vrai, d'avoir des résultats ou d'arriver aux résultats escomptés. Mais au moins, on aura la possibilité de donner son avis. Parce que Thierno, si il est vrai que ce qui est rapporté dans la presse vient de lui, quand on va décider du bulletin unique, mais ça va concerner forcément Thierno Alassane Sall parce qu'il ira aux élections. Donc, comme Malaw l'a dit, je pense que rien n'est encore joué et ce serait important de tout faire pour que toutes les forces vives de la nation répondent et participent à ce dialogue. Et le Sénégal ne manque pas de ressorts du point de vue de la société civile, du point de vue des autres acteurs politiques qui peuvent s'impliquer, essayer de convaincre les autres à rallier ce dialogue-là pour qu'on puisse au moins s'accorder sur des règles solides. Si le code de 1992 est encore en vie et est souvent encore évoqué,
c'est parce que c'est un code qui était issu de négociations solides et le président Abdou Diouf s'était engagé à l'appliquer sans changer une seule virgule. Et c'est la matrice qui a donné ce que nous avons jusqu'à présent comme code électoral. N'est-ce pas? En une minute, docteur Malao Kanté, je rappelle que vous êtes analyste politique, une lecture purement politique de ce dialogue national. Comment voyez-vous justement les rapports de force durant ce dialogue? Est-ce que on fera face à une bipolarisation, parti au pouvoir et allié de l'autre côté, l'opposition avec la société civile qui va se positionner peut-être d'un côté de l'autre ou au milieu, ou alors les lignes disons de démarcation ne seront pas purement politiques et que c'est peut-être question par question que les forces vont se positionner dans un sens ou dans un autre? Alors, à mon avis, c'est justement ce qu'il faut éviter. Il faut vraiment éviter de donner, en tout cas, d'être ce que craignent certains acteurs, en disant que les dés sont déjà pipés d'une certaine façon. Donc, il faut éviter, effectivement, de transformer ce dialogue, comment ça s'appelle encore, de faire effectivement de ce dialogue une occasion pour, en tout cas, dominer ou d'une certaine façon, éliminer par les politiques. Voilà, justement, accaparé par les politiques. Je pense que la meilleure façon pour réussir, ce dialogue, c'est de discuter autour des questions d'intérêt national. Donc, on essaie effectivement d'aller vers l'essentiel et aussi de prendre l'avis de tout le monde. Mais je pense que ce qui explique en partie les échecs qu'on a pu constater quand même lors des dialogues précédents, c'est qu'en partie, l'opposition avait l'impression que le président Macky Sall et les autres ses principaux alliés avaient déjà décidé, avaient déjà leur plan. Et donc, à mon avis, ici, il faut quand même qu'il y ait une petite réforme, qu'on essaie de prendre là, non seulement l'avis de tout le monde, mais d'impliquer effectivement tout le monde et de parler des questions qui intéressent les Sénégalais de façon générale. N'est-ce pas? En tout cas, un défi pour le coordonnateur général, le docteur Cheikh Gueye, mais comme l'a dit Senghane Senghor, docteur Cheikh Gueye en tout cas bénéficie d'un préjugé favorable en sa capacité à mener à bien ce dialogue national. 12h53, c'est la fin de cette édition. Avant de vous rappeler qui sont les principaux acteurs de cette édition, merci quand même à nos deux intervenants et rendez-vous dans la partie Wolof de ce débat, ce sera tout à l'heure. Merci d'avoir écouté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde Abdoulaye Diop et à la production Aliouba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama Dione pour le grand journal